Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi certaines personnes semblent imperturbables? Peu importe ce qu'on leur dit, quelle que soit la violence de l'attaque ou l'imprévu de la trahison, elles restent fermes, sereines, presque comme si elles vivaient dans un autre monde. Ce n'est ni de la froideur, ni de l'indifférence, ni du refoulement non plus. C'est quelque chose de plus rare, de plus troublant, presque perturbant, un état de conscience qui rend l'être humain intouchable. Carl Jung a rencontré cette réalité dans sa pratique clinique. Plutôt que de la considérer comme une anomalie, il l'a perçue comme le signe de ce qui pourrait être l'accomplissement psychologique le plus profond de l'âme. Ce que Jung appelait l'imperméabilité émotionnelle n'était pas seulement un mécanisme de défense. C'était une transfiguration intérieure. Contrairement à ce que beaucoup imaginent, ces personnes ne se protégeaient pas derrière un masque rigide, ni ne cachaient leurs émotions dans des coffres intérieurs. Elles n'avaient pas besoin de cacher quoi que ce soit, car elles avaient découvert ce que la plupart d'entre nous appréhendent même d'envisager. La colère, la douleur et l'offense n'existent en nous que lorsque nous les y autorisons. L'insulte n'est une arme que si nous l'acceptons comme telle. La critique ne fait pas de mal tant que nous ne la prenons pas en nous-mêmes. L'abandon ne nous détruit que lorsque nous décidons que nous ne sommes que ce que les autres reconnaissent. Cette révélation, pour Jung, était effrayante, car elle signifiait que ce que nous croyions inévitable, la réaction automatique aux attaques, était en réalité une prison construite par des habitudes inconscientes. Imaginez-vous face à quelqu'un qui vous accuse, vous humilie, expose vos faiblesses en public. Que se passerait-il en vous? Un tourbillon d'émotions prendrait forme, votre visage brûlerait, votre cœur s'emballerait, vos muscles se contracteraient. Mais que se passerait-il si, au moment de cette attaque, un silence régnait en vous? Non pas le silence de l'apathie, mais un silence empli de présence. Vous entendez les mots, mais ils ne trouvent pas d'endroit où se poser. Ils se dissolvent dans l'air, telle une fumée qui ne trouve aucun mur pour s'accumuler. Que resterait-il? C'est la question qui a guidé Jung. Que reste-t-il de l'être humain lorsque l'offense ne trouve pas de cible? Que révèle-t-on lorsque l'ego cesse de s'identifier à chaque coup? C'est en 1919 qu'il rencontra Heinrich, un homme d'affaires allemand qui allait changer à jamais sa compréhension de la psyché. Heinrich ne consulta pas Jung parce qu'il souffrait, comme la plupart de ses patients. Il le rechercha parce que sa femme était convaincue que sa froideur était problématique. Il ne se mit jamais en colère. Il n'éleva jamais la voix. Il ne parut jamais blessé. Pour elle, c'était pathologique. Après tout, quel genre d'être humain entend son partenaire avouer son infidélité et répond calmement par 3 questions? Êtes-vous heureux? Avez-vous besoin de quelque chose de moi? Souhaitez-vous poursuivre ce mariage ou préférez-vous y mettre fin? Pour Jung, en revanche, il n'y avait là aucune pathologie. Il y avait un mystère. Heinrich raconta comment, des années plus tôt, il avait presque tout perdu lors d'une trahison professionnelle. Son associé avait volé des clients, répandu des rumeurs et failli le mener à la ruine. À cet instant, Heinrich ressentit de la fureur, un désir de vengeance, le désir de détruire le traître. Mais au lieu d'agir, il se posa une question: que me révèle cet homme? Cette question était ce que Jung appellerait plus tard le principe de l'ombre. Tout ce qui nous blesse est aussi le reflet de ce que nous n'avons pas encore accepté en nous. Lorsqu'Heinrich comprit que l'égoïsme de l'autre reflétait sa propre peur de la pauvreté, et que la malhonnêteté de son associé reflétait son propre manque de sincérité dans certaines relations, quelque chose se brisa en lui. À partir de ce moment, il ne réagit plus jamais de la même manière. Jung était fasciné. Ce n'était pas un homme insensible. Heinrich ressentait tout, mais différemment. L'insulte lui permettait de comprendre la blessure de son agresseur. La critique lui permettait de comprendre ce que cette critique révélait de sa propre ombre. La trahison lui permettait d'observer sa propre vulnérabilité. Pour Jung, ce n'était pas seulement une caractéristique individuelle. C'était une ouverture sur une dimension de la psyché qu'il croyait présente en chacun de nous, la capacité de transcender les automatismes et de vivre en conscience pure, observatrice et créatrice. Qu'est-ce que cela signifie concrètement? Cela signifie que ce que nous appelons nos émotions ne sont souvent pas les nôtres. Ce sont des réactions héritées de l'inconscient collectif, des schémas primitifs qui nous poussent à agir sans réfléchir. Les insultes éveillent le besoin de défense, car l'archétype du guerrier intérieur est convoqué. La critique évoque la blessure de l'enfant intérieur en quête de reconnaissance. Le rejet réveille la peur ancestrale de l'exil, lorsque l'expulsion du groupe signifiait la mort. Mais lorsqu'on apprend à reconnaître ces schémas comme des symboles, comme des images archétypiques émergeant de l'inconscient, on cesse d'en être esclave. C'est là qu'Heinrich était parvenu, sans même avoir lu Jung. Il avait trouvé, dans la douleur, la porte de la liberté. Jung a décrit cette expérience comme profondément perturbante, car elle a brisé la logique de la psychologie traditionnelle. Si la colère n'est pas inévitable,
si la souffrance face au rejet peut être dissipée, alors nous sommes confrontés à un changement radical de paradigme. C'est comme si nous découvrions que les chaînes que nous croyions indestructibles n'étaient, depuis toujours, attachées qu'à une porte ouverte. Pourquoi, alors, la plupart des gens restent-ils prisonniers? Pourquoi réagissons-nous comme s'il n'y avait pas d'autre alternative? Peut-être parce que, d'une certaine manière, nous avons besoin de la colère pour nous sentir vivants, de la douleur pour justifier notre quête de réconfort, du conflit pour alimenter le récit de l'ego. Sans cela, que resterait-il? Que serions-nous sans le drame qui alimente nos récits intérieurs? C'est là qu'intervient ce que Jung appelait le processus d'individuation, le chemin vers la plénitude, pour cesser d'être un simple reflet du collectif et devenir un être authentique. L'imperméabilité émotionnelle n'est pas de l'indifférence, c'est de la maturité psychique. Elle est le fruit d'une âme qui a traversé le feu de l'ombre et appris à reconnaître, dans chaque attaque, la présence d'un archétype. L'insulte n'est plus seulement une insulte, c'est le masque du trickster, l'archétype du désordre, qui nous pousse à voir où nous sommes encore fragiles. La critique n'est plus seulement une critique, c'est la voix du Père intérieur, qui met à l'épreuve notre solidité. Le rejet n'est plus seulement un rejet, c'est l'appel de la Grande Mère, qui nous rappelle que nous devons nous nourrir nous-mêmes avant de chercher la nourriture extérieure. Heinrich, sans le savoir, avait incarné un processus que beaucoup avaient recherché au fil d'années d'analyse. Il était devenu, selon Jung, quelqu'un qui n'était plus possédé par ses complexes. Car c'est bien ce que nous sommes, la plupart du temps, possédés. Le complexe d'infériorité nous domine lorsque nous sommes critiqués. Le complexe d'injustice prend le dessus lorsque nous sommes rejetés. Le complexe de trahison nous aveugle lorsque quelqu'un ne répond pas à nos attentes. Mais lorsque nous pouvons observer ce complexe sans nous y fondre, quelque chose s'ouvre. Nous devenons plus grands que l'émotion, plus grands que la blessure. Et c'est dans cet espace que naît la véritable liberté intérieure. Peut-être avez-vous déjà eu un aperçu de cela. Un moment où, face à quelque chose qui vous aurait normalement déstabilisé, vous êtes resté serein. Peut-être était-ce lorsque quelqu'un a tenté de vous humilier et qu'au lieu de réagir, vous vous êtes contenté d'observer. Peut-être était-ce lorsque vous avez réalisé que la colère de l'autre en disait plus sur lui que sur vous. Peut-être était-ce lorsque vous avez compris que vous n'aviez rien à prouver, à justifier quoi que ce soit, ni à gagner un litige. Ces instants, même brefs, sont des fenêtres sur l'imperméabilité émotionnelle. Ils sont le signe que l'étincelle de cette transformation est déjà présente en vous. Mais Jung a prévenu, cette réussite n'est pas sans danger. Ceux qui restent inébranlables peuvent être perçus comme froids, distants, voire inhumains. Car la plupart des gens vivent encore prisonniers du besoin de réagir, et ceux qui ne réagissent pas menacent toute la logique de ce théâtre. Heinrich était craint par ses employés non pas parce qu'il était cruel, mais parce que son calme était énigmatique. Comment négocier avec quelqu'un qui ne s'offense pas? Comment manipuler quelqu'un qui ne réagit pas? Comment contrôler quelqu'un qui ne ressent pas le besoin de se défendre? C'est pourquoi Jung a qualifié sa découverte de troublante. Elle révèle que la vulnérabilité que nous croyons naturelle est, en grande partie, une construction. Cela nous amène à une question essentielle, que se passerait-il si vous cessiez de réagir? Si chaque provocation devenait un miroir? Si chaque critique n'était qu'un reflet? Si chaque attaque était perçue comme le masque de la douleur d'autrui? Que adviendrait-il de votre vie? De vos relations? De votre identité? Peut-être que tout changerait. Peut-être perdriez-vous des proches, mais découvririez-vous aussi une force dont vous ignoriez l'existence. Peut-être cesseriez-vous d'être la marionnette des émotions collectives et deviendriez-vous l'auteur de votre propre histoire. C'est ici que commence le véritable cheminement jungien, non pas celui de l'élimination des émotions, mais celui de leur transmutation. Non pas celui de la fuite de l'ombre, mais celui de son intégration. Non pas celui de l'indifférence, mais celui de la liberté. Pour Jung, Heinrich est devenu le symbole vivant d'un chemin accessible à tous, mais que peu osent emprunter. Le chemin de l'imperméabilité sans cesser d'être humain, de la sérénité sans devenir apathique, de la vie en paix sans se retirer de la vie. Avec cet exemple, Jung nous invite à affronter la question qui nous effraie plus que toute critique: dans quelle mesure sommes-nous vraiment libres? Dans quelle mesure nos réactions nous appartiennent-elles, et ne sont-elles pas le reflet d'archétypes qui nous dominent sans que nous en ayons conscience? Dans quelle mesure notre colère est-elle légitime, et n'est-elle pas le simple reflet du nombre que nous refusons de regarder? Dans quelle mesure notre douleur est-elle présente, et n'est-elle pas la simple répétition de blessures ancestrales gravées dans l'inconscient collectif? Ces questions sont inconfortables, car elles nous arrachent le sol sous nos pieds. Mais ce sont elles qui ouvrent la porte à la liberté. Finalement, Jung a compris que l'imperméabilité émotionnelle n'était pas le point final, mais le premier pas. C'est l'ouverture du chemin. C'est l'appel du héros à réaliser qu'il n'a plus besoin de vivre esclave de l'ombre inconsciente. Mais cet appel exige du courage.
Car il implique de renoncer au confort du drame, au plaisir de la colère et à l'identité construite autour de la douleur. Il implique de reconnaître qu'être humain, c'est bien plus que réagir. C'est créer, choisir, intégrer, transcender. Ainsi s'achève ce premier mouvement du voyage. Heinrich n'était pas un homme froid. C'était un homme qui avait appris à transformer chaque attaque en un silence fertile. Jung ne le voyait pas comme une anomalie, mais comme un signe que l'âme humaine peut atteindre des états apparemment surhumains. C'est l'appel de l'imperméabilité émotionnelle, la découverte troublante que personne ne peut nous toucher sans que nous offrions notre peau. Mais ce n'est qu'un début. Car si chaque attaque est un miroir, nous devons apprendre à regarder ce reflet s'enfuir. C'est ce que Jung nous montrera dans l'étape suivante, la descente dans le miroir de l'ombre, où chaque ennemi est, en réalité, un maître déguisé. Avez-vous déjà remarqué le don de certaines personnes d'éveiller en nous une fureur démesurée ? Un simple geste, une parole apparemment banale, un regard en coin, et soudain, quelque chose explose en nous. C'est comme si un interrupteur avait été actionné, révélant un feu caché, présent depuis toujours, attendant juste le bon moment pour s'allumer. Pourquoi cela arrive-t-il ? Pourquoi sommes-nous si vulnérables au comportement d'autrui, au point de perdre notre sérénité face à une attitude qui, pour eux, pourrait bien ne rien signifier ? C'est l'une des questions qui ont le plus intrigué Carl Jung dans son exploration de l'âme humaine. Il a compris que lorsque nous réagissons intensément, nous répondons rarement uniquement à l'autre. Nous répondons à quelque chose en nous que nous n'avons pas encore perçu. Jung appelait cette force cachée l'ombre. L'ombre n'est pas seulement le côté obscur de notre personnalité, mais tout ce que nous reléguons aux oubliettes, tout ce que nous refusons d'admettre comme faisant partie de nous-mêmes. Elle est composée de désirs que nous jugeons honteux, de peurs que nous ne supportons pas d'affronter, d'impulsions qui contredisent l'image que nous voulons donner au monde. Mais l'ombre ne disparaît pas simplement parce que nous essayons de la cacher. Elle reste vivante, latente, attendant l'occasion de se manifester. Et lorsqu'elle émerge, elle se dissimule presque toujours dans le comportement d'autrui. Imaginez un homme profondément irrité par la paresse de quelqu'un. Il critique, juge et méprise. Mais ce qui le dérange vraiment, ce n'est pas la paresse de l'autre. C'est son propre désir de se reposer, de s'autoriser à être moins productif, il a réprimé pendant des années. En niant ce désir, il l'a projeté hors de lui-même. Désormais, chaque fois qu'il rencontre quelqu'un qui s'autorise à se reposer, sa colère explose. L'autre devient le miroir de quelque chose qu'il ne supporte pas d'admettre en lui-même. Prenons l'exemple d'une femme constamment blessée par les critiques de sa famille. Chaque commentaire sur ses choix lui cause une douleur presque insupportable. Pour Jung, le problème ne réside pas seulement dans le jugement extérieur. C'est le doute intérieur que cette femme porte en elle. La critique la touche car elle résonne en elle. Si elle avait pleinement confiance en ses choix, le jugement serait sans effet. Ce qui blesse, ce ne sont pas les mots eux-mêmes, mais le reflet qu'ils éclairent, l'incertitude qu'elle tente elle-même de taire. C'est la logique cruelle et libératrice de l'ombre. Tout ce qui nous irrite le plus chez les autres est, d'une certaine manière, le reflet de ce que nous n'avons pas encore accepté en nous-mêmes. Chaque déclencheur émotionnel est une révélation déguisée. Ce collègue qui semble toujours vouloir voler la vedette attise notre colère, car il révèle notre propre soif de reconnaissance. Ce voisin qui parle trop fort nous dérange, car il nous rappelle combien nous aspirons secrètement à être entendus. Ce conducteur imprudent qui nous met en colère révèle à quel point nous réprimons notre propre agressivité. Jung disait que l'ombre est comme une lourde valise que nous portons depuis l'enfance, pleine de morceaux de nous-mêmes rejetés. Chaque fois que nous décidons que quelque chose est inacceptable, que ce soit la colère, la vanité, la sensualité ou la vulnérabilité, nous jetons ce fragment dans la valise et l'enfermons. Mais le sac ne disparaît jamais. Il est toujours là, grandissant, prenant du poids. Et plus nous l'ignorons, plus il trouve le moyen de se manifester. Parfois sous forme d'explosions émotionnelles. D'autres fois, sous forme de mots physiques. Et presque toujours, sous forme d'irritations apparemment anodines qui nous hantent au quotidien. Heinrich, l'homme d'affaires qui avait intrigué Jung, comprit cela après la trahison. Il comprit que sa douleur ne provenait pas seulement de l'acte de l'autre, mais de ce que celui-ci révélait en lui. Le partenaire avide était, en réalité, le reflet de sa propre peur de la pauvreté. Le partenaire malhonnête reflétait sa propre difficulté à être transparent dans ses relations. Le partenaire traître était l'image de son propre égoïsme méconnu. Face à cette réalité, Heinrich cessa de considérer le traître comme un simple ennemi. Il commença à le voir comme un maître inconscient, quelqu'un qui révélait des aspects cachés de son âme. C'est le paradoxe de l'ombre, ceux qui nous blessent le plus sont en même temps ceux qui nous apprennent le plus. Ceux qui déclenchent les réactions les plus intenses en nous sont ceux qui détiennent la clé de portes intérieures que nous n'avons pas encore eu le courage d'ouvrir.
C'est pourquoi Jung insistait sur le fait qu'il ne fallait pas fuir les déclencheurs émotionnels. Il fallait les explorer. Chaque irritation est un indice. Chaque inconfort est une carte. Chaque colère est une opportunité de découverte de soi. Mais qui est vraiment prêt à se regarder en lui-même lorsqu'il ressent de la colère? Qui, au cœur de la fureur, peut se demander « Qu'est-ce que cela révèle de moi ?» La plupart préfèrent blâmer les autres, crier, accuser et rester superficiels. Il est plus facile de croire que le problème est extérieur. Reconnaître que la blessure est la nôtre demande du courage. Cela exige de traverser un territoire obscur, où nous n'avons aucun contrôle, où tout semble menaçant. C'est pourquoi Jung comparait la rencontre avec l'ombre à une descente aux enfers. C'est comme Orphée descendant aux enfers à la recherche d'Eurydice, ou comme Hercule affrontant les monstres de son voyage. L'ombre est notre monde souterrain, et les monstres que nous y rencontrons ne sont pas des créatures extérieures, mais des fragments de nous-mêmes. Considérez comment cela se manifeste au quotidien. Un père qui s'emporte contre son fils parce qu'il se comporte mal à l'école est peut-être en réalité confronté à sa propre honte de n'avoir jamais été l'élève modèle qu'il souhaitait être. Une femme qui critique constamment l'apparence des autres projette peut-être sa propre insatisfaction envers son propre corps. Un jeune homme qui ridiculise ceux qui affichent de la peur cache peut-être simplement sa peur de ne pas être accepté. Si l'on observe attentivement, on constate que la plupart des conflits humains ne sont que des miroirs qui se retournent, des reflets qui s'entrechoquent dans une danse inconsciente. Et là se pose une question troublante, si chaque irritation est un reflet, si chaque attaque un miroir, alors qui sont nos véritables ennemis? Y a-t-il de vrais ennemis ou simplement des aspects de nous-mêmes que nous n'avons pas encore acceptés? Jung disait que nous projetons sur les autres les combats que nous n'avons pas le courage de mener en nous-mêmes. Il est plus facile de haïr quelqu'un que d'admettre que nous portons en nous la même énergie que celle que nous condamnons. Il est plus simple de condamner les mensonges d'autrui que d'admettre notre propre manque de sincérité. Il est plus confortable de critiquer l'arrogance extérieure que d'affronter notre désir secret d'être admiré. Cela ne signifie pas justifier le mal ni accepter passivement tout comportement. Jung ne prônait pas la soumission. Il enseignait qu'en reconnaissant l'ombre, nous gagnons en puissance. En identifiant le reflet, nous ne tombons plus dans le piège de la projection. Nous pouvons réagir clairement aux autres, sans être possédés par la colère. Nous pouvons nous protéger sans nous détruire intérieurement. Nous pouvons agir sans perdre notre sang-froid. L'ombre cesse de nous dominer lorsque nous la reconnaissons comme partie intégrante du tout. Mais un détail rend le tout encore plus troublant. Plus on ignore l'ombre, plus elle trouve le moyen de se venger. Jung a observé que les personnes qui réprimaient sévèrement leurs pulsions finissaient par attirer, presque comme par magie, des situations qui les forçaient à affronter ce qu'elles niaient. C'est comme si la vie, ou l'inconscient collectif, conspirait pour que personne ne puisse échapper à lui-même pour toujours. Un homme qui réprime sa colère finit par être entouré de personnes agressives. Une femme qui nie sa sensualité finit par être impliquée dans des histoires où la sexualité explose de manière incontrôlable. Un jeune homme qui nie sa vulnérabilité finit par vivre des chutes brutales qui le forcent à reconnaître sa fragilité. L'ombre a sa propre intelligence. Et quand on ne l'écoute pas, elle hurle. C'est pourquoi Jung considérait la rencontre avec l'ombre non seulement comme un processus psychologique, mais aussi spirituel. Il ne s'agit pas seulement d'ajuster les comportements. C'est un chemin d'intégration, où chaque partie rejetée doit être mise en lumière. L'ombre, en ce sens, est un chemin vers la plénitude. L'ego, seul, est trop petit. Mais en acceptant l'intégration des fragments oubliés, on découvre une force qui transcende le masque social. On découvre le soi, la totalité de la psyché, qui contient lumière et obscurité, conscient et inconscient, humain et divin. Et vous? Vous êtes-vous déjà demandé quel miroir vous irrite le plus? Quelle personne vous perturbe par leur simple présence? Que vous montre-t-il exactement que vous ne voulez pas voir? C'est douloureux à admettre, mais souvent, les pires ennemis que nous voyons dehors ne sont que des versions déformées de nous-mêmes. N'est-ce pas ce qui rend la situation d'autant plus perturbante? L'ennemi que nous voulons tant détruire est peut-être la part de notre âme qui a le plus besoin d'être sauvée. Jung nous avait prévenu, ignorer l'ombre, c'est se condamner à la répétition. L'accepter, c'est ouvrir la voie à la transformation. Heinrich l'a découvert lorsqu'il a cessé de considérer la trahison de son partenaire comme un simple acte extérieur. Il l'a perçu comme le symbole d'une lutte intérieure. Et ce faisant, quelque chose a changé. Non seulement son entreprise a survécu, mais sa vie intérieure s'est transformée. Il a commencé à vivre avec une sérénité qui semblait inébranlable. Non pas parce que le monde était moins cruel, mais parce qu'il avait cessé de lutter contre les miroirs. C'est peut-être ce que vous avez besoin d'entendre maintenant. Les attaques qui vous blessent le plus ne vous visent pas, mais ce que vous n'avez pas encore reconnu en vous. La colère que vous ressentez envers les autres est l'invitation la plus claire à descendre au plus profond de vous-même.
Le malaise qui persiste à revenir est l'appel de l'ombre à se montrer. Jung disait que « ce à quoi nous résistons persiste ». Et l'ombre, c'est précisément cela, tout ce que nous rejetons dans l'oubli, mais qui revient déguisé, projeté, mis en scène chez les autres. Il n'y a pas de fuite. Tôt ou tard, elle se présente à nous. Et lorsque cela se produit, nous avons deux choix, continuer à blâmer le miroir ou enfin affronter son reflet. Nous en arrivons ainsi au cœur de la révélation jungienne, les ennemis les plus redoutables ne sont pas extérieurs. Ils sont intérieurs. Chaque réaction incontrôlable nous ouvre une opportunité. Nous pouvons répéter le schéma, blâmer, haïr, résister. Ou bien, nous pouvons regarder courageusement et nous demander, qu'est-ce que cela révèle de moi? Cette question est simple, mais elle a le pouvoir d'ouvrir des portes. C'est la clé qui transforme les blessures en maîtres, les déclencheurs en maîtres, les ennemis en guides. Et si cette idée paraît inconfortable, c'est parce qu'elle touche à quelque chose de vrai. Il est bien plus facile de croire que nos problèmes viennent des autres. Mais en réalité, ils viennent de l'intérieur. Et tant que nous ne l'accepterons pas, nous resterons prisonniers d'un cycle sans fin de colère et de frustration. L'ombre est dure, mais elle est aussi libératrice. Et seuls ceux qui ont le courage de s'y plonger trouvent la lumière intérieure. C'est la deuxième étape du voyage que Jung nous invite à entreprendre. D'abord, nous reconnaissons qu'il est possible de ne pas réagir. Maintenant, nous comprenons que chaque réaction est un miroir. Mais il y a plus. Car s'il y a un miroir, il y a aussi quelque chose au-delà. Il existe un espace secret entre le stimulus et la réponse, où la liberté peut naître. Et c'est vers cet espace que Jung nous guidera pour la prochaine étape de notre voyage. Le moment où quelqu'un nous blesse semble toujours inévitable. La parole cruelle, le regard sournois, l'attitude dédaigneuse, tout cela nous frappe comme un éclair en plein cœur. Nous réagissons avant de réfléchir. Nous crions, nous nous défendons, nous nous replions sur nous-mêmes. Mais ce flux est-il vraiment inévitable? Carl Jung n'en était pas convaincu. Dans ses récits les plus troublants, il décrit des personnes qui, au lieu d'être possédées par la réaction, ont trouvé un espace secret entre le stimulus et la réponse. Un intervalle minuscule, presque invisible, mais qui contenait la liberté la plus radicale qu'un être humain puisse connaître. C'est dans cet espace que le destin peut basculer, car c'est là que nous choisissons d'être esclaves des circonstances ou maîtres de notre propre vie. Heinrich, l'homme d'affaires qui devint le cas le plus intrigant de Jung, racontait avoir ressenti quelque chose d'étrange lorsqu'on l'insultait. Selon lui, les mots n'avaient pas immédiatement trouvé de résonance. Ils restaient suspendus dans l'air, comme s'ils attendaient la permission d'entrer. Ce lapsus, imperceptible pour d'autres, lui donnait le pouvoir de décider, l'absorber ou le laisser passer. Jung n'y voyait pas une anomalie, mais un aperçu de ce que la conscience humaine est capable d'accomplir lorsqu'elle se libère des automatismes. C'est comme si l'âme avait la possibilité de devenir spectateur avant de devenir personnage, d'être témoin avant d'agir. Mais cet espace existe-t-il en chacun de nous? Ou est-ce un privilège rare, réservé à quelques-uns qui, par hasard ou par le destin, ont franchi un seuil invisible? N'est-il pas troublant d'imaginer que, peut-être, tout au long de notre vie, nous ayons réagi sans réaliser que nous avions le choix? La psychologie traditionnelle décrit souvent la colère comme un réflexe automatique, presque biologique. Quelqu'un attaque, nous réagissons. Quelqu'un nous menace, nous contre-attaquons. Mais Jung contestait cette simplification. Pour lui, la psyché n'est pas seulement un mécanisme instinctif. C'est un champ symbolique, peuplé d'images, d'archétypes et de forces inconscientes. Lorsque nous réagissons sans réfléchir, c'est qu'un archétype s'est emparé de nous, le guerrier qui se défend, l'enfant blessé qui pleure, le juge qui accuse. Mais si, l'espace d'un instant, nous pouvons observer l'émergence de cette force sans nous y identifier, quelque chose d'extraordinaire se produit. Nous ne sommes plus la marionnette de l'archétype. Nous devenons la scène où la scène se déroule, et sur cette scène, nous pouvons choisir le scénario. Cet espace est comme une fissure dans la réalité, une pause chargée de pouvoir. C'est là que nous pouvons respirer et nous demander, d'où vient cette impulsion? Est-elle vraiment la mienne, ou simplement héritée de l'inconscient collectif? Ai-je vraiment besoin de crier, ou puis-je simplement observer? Ai-je besoin de me défendre, ou puis-je simplement laisser l'offense se dissiper? N'est-il pas perturbant de penser que nos vies pourraient être différentes si nous apprenions à habiter cet espace? Heinrich décrivit cette expérience avec des mots qui impressionnèrent Jung. Docteur, j'ai l'impression que chaque provocation est une flèche tirée vers moi. Mais avant qu'elle ne m'atteigne, elle flotte dans l'air. À cet instant, je peux décider, soit je saisis la flèche et la laisse me blesser, soit je la regarde passer et disparaître dans le vent. Cette métaphore de l'archer et de la flèche est devenue l'une des images les plus puissantes de l'inconscient. Car elle montre que ce n'est pas la flèche qui décide de la blessure, mais le choix silencieux de celui qui l'affronte.
Avons-nous aussi reçu des flèches qui auraient pu disparaître si nous ne les avions pas saisies? Combien de blessures portons-nous simplement parce que nous nous sommes accrochés à des mots qui auraient pu se perdre dans l'air? Combien de guerres avons-nous menées parce que nous n'avons tout simplement pas su observer? L'écart entre le stimulus et la réponse est, pour Jung, le lieu où l'individuation se manifeste. C'est là que nous cessons d'être de simples réacteurs pour devenir créateurs. Lorsque nous habitons cet espace, nous ne sommes plus contrôlés par l'ombre, mais dialoguons avec elle. Nous ne sommes plus dominés par l'archétype, mais reconnaissons sa présence. La colère qui surgit est perçue comme une énergie, non comme une destinée. La peur est perçue comme un avertissement, non comme une prison. Le désir est perçu comme une impulsion, non comme une condamnation. Dans cet espace, tout peut être transmuté. C'est facile à dire, mais comment atteint-on cet état? Heinrich raconta que cela avait commencé après le traumatisme de la trahison. La douleur était si intense qu'au lieu de réagir, il se figea. Dans ce silence, quelque chose s'ouvrit. C'était comme si sa propre psyché lui offrait un choix qu'il n'avait jamais perçu auparavant. Après cela, il commença à cultiver cette compétence comme on cultive un jardin secret. Chaque fois que quelqu'un essayait de le provoquer, il prenait une grande inspiration et observait. Il ne se précipitait pas pour répondre. Il laissait la flèche planer. Et peu à peu, cette pause devint naturelle, presque automatique. Faut-il un traumatisme profond pour réveiller cet espace en nous? Ou pouvons-nous l'entraîner au quotidien, dans de petites situations, jusqu'à ce qu'il devienne une habitude? Combien de conflits pourraient être évités si nous apprenions à faire une pause de quelques secondes? La vie moderne semble conçue pour nous priver de cet espace. Nous vivons entourés de stimuli, de messages, de notifications, d'exigences. Tout exige une réponse immédiate. Nous n'avons pas le temps de respirer, d'observer ou de choisir. La culture de l'immédiateté nous apprend à réagir sans réfléchir. C'est pourquoi Jung considérait la pratique de l'observation comme presque révolutionnaire. S'arrêter un instant est déjà un acte de résistance contre un monde qui nous veut réactifs, prévisibles et manipulables. Mais cet espace n'est pas vide. Il est habité. Des archétypes y vivent, attendant d'être reconnus. En lui résident les symboles qui donnent sang à notre existence. En nous arrêtant et en l'observant, nous pouvons réaliser que la colère que nous ressentons n'est pas seulement la nôtre. C'est aussi la colère ancestrale du guerrier qui défendait la tribu. La peur qui nous paralyse n'est pas seulement personnelle. C'est la peur archaïque de l'enfant qui dépendait du groupe pour sa survie. L'envie qui nous ronge n'est pas seulement individuelle. C'est l'énergie collective de la quête de reconnaissance, présente depuis les mythes les plus anciens. Reconnaître cela, c'est comprendre que, dans l'intervalle entre le stimulus et la réponse, nous touchons aussi l'inconscient collectif. Avez-vous déjà imaginé ce que ce serait de vivre en sachant que vos émotions ne sont pas seulement les vôtres? Qu'à chaque fois que vous ressentez de la colère ou de la peur, vous incarnez quelque chose que l'humanité entière a ressenti? N'est-il pas à la fois effrayant et libérateur de penser que vous êtes le théâtre de forces bien plus grandes que votre propre vie? Cet espace est aussi le point où nous pouvons choisir de rompre les cycles. L'héritage familial, les schémas récurrents, les blessures transmises de génération en génération, tout peut être interrompu dans cet intervalle. Lorsque la critique d'un proche déclenche la même fureur, nous avons la possibilité de respirer et de ne pas répéter la même réaction. Lorsqu'un rejet ravive une blessure d'enfance, nous avons la possibilité d'éviter de fondre en larmes. Lorsqu'une offense éveille un désir de vengeance, nous avons la possibilité de ne pas perpétuer le conflit. C'est à cet instant que le fil de l'histoire peut changer, que le karma peut être brisé, que la conscience peut écrire un nouveau chapitre. N'est-ce pas précisément ce que nous appelons la liberté? Non pas la liberté de faire ce que nous voulons, mais la liberté de ne plus être pris en otage par les mêmes moyens que nous avons toujours été? La liberté de ne pas réagir comme nous l'avons toujours fait? Jung appelait ce processus la désidentification. Il disait, vous n'êtes pas votre colère. Vous êtes la conscience qui observe la colère. Cette phrase apparemment simple renferme une révolution. Car elle signifie que nous ne sommes pas définis par ce que nous ressentons, mais par la façon dont nous y réagissons. Si nous croyons être la colère, nous sommes piégés. Mais si nous reconnaissons que la colère n'est qu'une énergie passagère, nous pouvons choisir ce que nous voulons en faire. Combien de fois avez-vous cru que c'était votre propre impulsion? Combien de fois vous êtes-vous confondu avec votre propre ombre? Combien de fois avez-vous cru que la douleur venait de vous, alors qu'en fait, ce n'était qu'un visiteur qui pouvait s'en aller? C'est là le point le plus troublant, en même temps, le plus libérateur de la vision de Jung. Lorsque nous habitons l'espace entre stimulus et réponse, nous découvrons que rien ne peut véritablement nous posséder. Ni la colère, ni la peur, ni la culpabilité. Nous sommes plus grands que tout cela. Mais cette découverte a aussi un poids. Car, désormais, il n'y a plus d'excuses.
Nous ne pouvons plus imputer nos réactions uniquement aux autres. Nous devons assumer la responsabilité de nos choix, même les plus discrets. Sommes-nous prêts à assumer cette responsabilité? Désirons-nous vraiment être libres, ou préférons-nous le confort de toujours blâmer les autres? Heinrich est devenu un exemple de la possibilité d'un tel état. Non pas parce qu'il était parfait, mais parce qu'il a osé regarder en lui et réaliser que chaque provocation était, en réalité, une invitation. Au lieu de se perdre dans la réaction, il a choisi l'intervalle. Et dans cet intervalle, il a trouvé quelque chose de plus grand que toute victoire extérieure, il a trouvé la paix de ne pas être dominé. Pouvez-vous imaginer l'impact de cela dans votre propre vie? Pensez aux dernières fois où vous avez perdu votre sang-froid. Que serait-il arrivé si, ne serait-ce que quelques secondes, vous aviez observé avant de réagir? Combien de conflits auraient été évités? Combien de blessures auraient été laissées intactes? Combien de ponts auraient pu être préservés? Tel est le secret troublant de Jung. Le pouvoir ne réside pas dans la réaction, mais dans la pause. Non pas dans le cri, mais dans le silence. Non pas dans l'impulsion, mais dans le choix. C'est dans cet espace, invisible et éternel, que l'âme humaine trouve sa plus grande force. Et c'est là que le voyage continue, car une forteresse ne se construit pas uniquement dans l'espace du choix. Elle a besoin de murs invisibles qui protègent l'essence du chaos. C'est là que Jung nous mènera ensuite, vers la construction de frontières psychologiques, ces murs intérieurs qui séparent ce qui nous appartient de ce qui ne devrait jamais nous toucher. Lorsque Jung commença à recenser les cas de personnes émotionnellement intouchables, il réalisa qu'il ne suffisait pas de parler de l'espace entre le stimulus et la réponse. Il lui fallait comprendre comment ces personnes maintenaient, au quotidien, une sérénité apparemment inébranlable. Ce n'était pas seulement une question de pause consciente ou de choix délibéré. Il y avait quelque chose de plus profond en jeu, ce qu'il appelait des forteresses psychologiques. Ces forteresses n'étaient pas visibles, ni construites de briques ou de pierres, mais fonctionnaient comme des murs invisibles qui déterminaient ce qui pouvait ou non pénétrer l'espace intérieur de la psyché. La révélation semblait improbable, alors que la plupart d'entre nous se laissent envahir par le moindre regard désapprobateur, la moindre critique ou le moindre geste hostile. Certains individus étaient capables de construire un territoire intime impénétrable, comme si, à l'intérieur, existait un château à l'abri de toute tempête. Heinrich fut l'un des premiers à décrire ce processus à Jung. Il raconta qu'il avait appris, après tant de déceptions, que personne ne pouvait le déranger sans sa permission. Une insulte, aussi violente soit-elle, n'avait aucun pouvoir jusqu'à ce qu'il décide de la laisser franchir les portes de sa forteresse. Les mots offensants rebondissaient sur les murs invisibles et résonnaient à l'extérieur, sans trouver d'entrée. Pour lui, c'était comme s'il avait découvert un filtre intérieur lui permettant de décider ce qui était pertinent et ce qui devait être rejeté. Cela intriguait profondément Jung. Il voulait savoir si cette compétence s'acquérait uniquement par l'expérience traumatisante ou si elle était à la portée de tous. Il est intéressant de noter qu'en étudiant d'autres patients, Jung a constaté des schémas similaires. Par exemple, une enseignante, après des années de critiques de la part des parents et de ses supérieurs, a découvert qu'elle n'assimilait que les commentaires qui contribuaient à l'épanouissement de ses élèves. Tout le reste était ignoré. Lorsqu'on lui disait que sa méthode était étrange, elle répondait simplement calmement, « Peut-être, mais ça marche ». Impossible de la déstabiliser, non pas par insensibilité, mais parce qu'elle avait érigé ce que Jung appelait un filtre de pertinence. Elle n'acceptait que ce qui lui semblait pertinent, et tout le reste était perçu comme du bruit. Mais comment expliquer cela concrètement? Imaginez votre esprit comme une grande pièce ouverte, où chacun peut entrer et crier ce qu'il veut. Sans limite, toutes les voix se mélangent, et bientôt vous ne pouvez plus distinguer votre propre vérité de ce que disent les autres. Imaginez maintenant que cette pièce possède des portes. Vous pouvez en ouvrir certaines et en garder d'autres fermées. Seuls ceux qui apportent quelque chose de constructif, ceux qui contribuent à renforcer votre essence, y entrent. C'est la fonction du filtre de pertinence, protéger votre paix intérieure des bruits inutiles. L'inévitable question se pose, combien d'entre nous vivent encore les portes grandes ouvertes, laissant n'importe quelle parole, même la plus insensée, détruire notre équilibre? Au-delà de ce filtre, Jung a identifié une autre couche de forteresse, la frontière de la possession émotionnelle. La plupart d'entre nous confondons nos sentiments avec ceux des autres. Si quelqu'un est en colère contre nous, nous croyons devoir l'être aussi. Si quelqu'un nous rejette, nous avons l'impression que notre valeur a diminué. Mais ceux qui avaient atteint l'imperméabilité émotionnelle voyaient les choses différemment. Ils savaient distinguer ce qui leur appartenait de ce qui appartenait à l'autre. Lorsqu'on les attaquait, ils reconnaissaient, cette colère n'est pas la mienne, elle est la leur. Cette simple distinction leur conférait un pouvoir extraordinaire. Ils ne portaient pas le fardeau qui ne leur appartenait pas. Jung a rapporté le cas improbable d'un jeune médecin travaillant dans un hôpital sous tension.
Les patients hurlaient, les collègues se disputaient, les supérieurs étaient trop exigeants. N'importe qui d'autre aurait perdu la raison. Mais ce médecin semblait toujours calme. Lorsqu'on lui demandait comment il gérait la situation, il répondait « J'ai appris que leur douleur n'est pas la mienne. Je peux prendre soin d'eux, je peux les soutenir, mais je n'ai pas besoin de la porter en moi. » Cette phrase résonna comme une révélation pour Jung. C'était la description parfaite de la frontière de la propriété. Il était présent pour les autres, mais il ne se laissait pas contaminer par toutes les émotions d'autrui. Combien de fois, cependant, confondons-nous cela? Combien de fois portons-nous une tristesse qui n'est pas la nôtre, un ressentiment qui appartient aux autres, une rage qui n'a rien à voir avec nous? Et puis il y avait le troisième niveau de force, l'ancrage identitaire. C'était peut-être le plus profond. Les personnes émotionnellement immunisées avaient une identité si solide que rien d'extérieur ne pouvait l'ébranler. Elles pouvaient entendre les critiques, être rejetées, voire humiliées, mais elles demeuraient fermes dans leur essence. Ce n'était ni de l'orgueil ni de la rigidité, mais une connaissance intime et silencieuse de qui elles étaient. C'était comme une racine profonde, ancrée dans le sol de l'âme, empêchant toute tempête de les déraciner. Jung se souvenait d'une patiente qui avait subi une terrible campagne de dénigrement. Ses collègues l'avaient accusée à tort et, pendant des mois, elle avait été la cible de commentaires virulents. N'importe qui d'autre aurait été anéanti. Mais elle avait persévéré. Quand Jung lui avait demandé comment elle y était parvenue, elle avait répondu « Je sais qui je suis. Aucun mot ne peut changer cela. » Cette conviction n'était pas de l'arrogance. C'était le fruit d'une vie passée à se découvrir, à affronter les ombres, à intégrer les contradictions. Elle n'avait pas besoin que le monde confirme sa valeur, car cette valeur était déjà ancrée en elle. L'idée de force psychologique semblait presque magique, mais Jung savait qu'elle n'avait rien de surnaturel. C'était un processus psychologique que chacun pouvait développer, même si peu avaient le courage de le faire. Mais il y avait un détail troublant, plus ces forteresses étaient solides, plus elles attiraient les personnes déséquilibrées. C'était comme si les personnes émotionnellement fragiles sentaient instinctivement la présence d'une personne solide et se précipitaient vers elle, espérant trouver du soutien ou, paradoxalement, tenter de renverser cette stabilité. Heinrich racontait qu'après avoir développé ses atouts, il avait commencé à attirer encore plus de personnes désireuses de le tester. Ses employés, auparavant craintifs, se mirent à le provoquer pour voir s'il parvenait à briser son calme. Ses concurrents tentaient de le déstabiliser lors des réunions. Même sa femme, par moments, semblait créer des situations pour mettre sa sérénité à l'épreuve. C'était comme si sa force devenait un défi pour le monde qui l'entourait. Jung comprit que ce n'était pas un hasard. Les personnes fragiles recherchent, consciemment ou inconsciemment, l'indéfectible, car elles ont besoin de ce contraste pour se sentir vivantes. Mais en même temps, ce contraste les irrite, car il révèle leur propre instabilité. Avez-vous déjà remarqué à quel point les personnes calmes suscitent à la fois confiance et hostilité? Avez-vous déjà remarqué qu'une personne calme peut être la cible de provocation simplement parce qu'elle ne réagit pas? N'est-il pas curieux de constater à quel point le silence peut être plus dérangeant que les cris? Construire ces forteresses, selon Jung, impliquait des pratiques spécifiques. Premièrement, créer un pare-feu émotionnel, décider consciemment, avant d'entrer dans un environnement, quelles émotions vous êtes prêt à ressentir et lesquelles vous observerez simplement de l'extérieur. Deuxièmement, choisir vos réponses, au lieu d'improviser sous le coup de l'émotion, vous choisissez à l'avance comment vous réagirez aux situations courantes, en vous alignant sur vos valeurs plutôt que sur vos impulsions. Troisièmement, ancrez votre identité, un exercice constant pour vous rappeler qui vous êtes, indépendamment de l'approbation ou de la désapprobation des autres. Le plus surprenant, c'est que Jung croyait que ces forteresses n'isolaient pas, mais libéraient. Contrairement à ce que beaucoup pourraient penser, elles ne rendaient pas l'individu froid, mais plutôt plus apte à interagir avec le monde sans s'y perdre. Ceux qui manquent de murs intérieurs vivent comme une ville ouverte, vulnérable à toute invasion, dominée par toute armée d'émotions extérieures. Mais ceux qui construisent ces murs peuvent finalement choisir quand ouvrir les portes et quand les garder fermées. Cela ne signifie pas vivre isolément, mais vivre en souveraineté. On rapporte avec curiosité que des patients, après avoir développé ces forces, ont commencé à remarquer des changements dans le comportement de leur entourage. Une jeune femme a raconté qu'après des mois passés à s'exercer à distinguer ses propres émotions de celles des autres, ses collègues qui la critiquaient auparavant ont commencé à la traiter avec plus de respect. C'était comme si sa force invisible avait été remarquée et reconnue. Jung y voyait la preuve que la psyché humaine émet des signaux que les autres perçoivent, même inconsciemment. La force intérieure est perçue comme une présence, tout comme la fragilité. Cela soulève une question troublante: à quelle fréquence, sans nous en rendre compte, affichons-nous notre vulnérabilité au monde? À quelle fréquence inconsciemment, invitons-nous les autres à nous attaquer,
simplement parce que nous ne savons pas protéger nos limites intérieures? Les forteresses psychologiques n'éliminent pas la souffrance. La douleur persiste, les pertes persistent, les critiques persistent. Mais ce qui change, c'est la façon dont tout cela est traité. Au lieu d'intervenir et de détruire, les événements heurtent les murs, sont évalués et n'interviennent que s'ils ont quelque chose à ajouter. C'est toute la différence entre être l'otage du monde et être souverain sur soi-même. Jung comprenait que cette idée pouvait paraître excessive, presque impossible à réaliser. Mais il insistait sur le fait que la pratique quotidienne transforme progressivement la psyché. Chaque fois que l'on choisit de ne pas accepter une critique injuste, on renforce le mur. Chaque fois que l'on distingue ses émotions de celles des autres, on renforce la frontière. Chaque fois que l'on se souvient de son essence face au rejet, on renforce l'ancrage. Le château intérieur ne se construit pas en un jour, mais brique par brique, choix après choix. Et la révélation la plus inattendue est peut-être que ces forteresses nous protègent non seulement des autres, mais aussi de nous-mêmes. Combien de fois sommes-nous les premiers à envahir notre paix intérieure par des pensées destructrices, une autocritique cruelle et des souvenirs douloureux? Ces murs servent aussi à contenir ces forces intérieures, à leur rappeler qu'elles n'ont pas de pouvoir absolu. Tout comme nous filtrons ce qui vient de l'extérieur, nous pouvons filtrer ce qui surgit en nous. N'est-ce pas là l'une des plus grandes libertés que nous puissions atteindre? À la fin de ses notes, Jung réalisa que chaque patient qui développait ses forces rapportait une sensation curieuse. Au lieu de se sentir isolé, il se sentait plus léger, plus disponible pour aider les autres. N'ayant plus à supporter de fardeaux inutiles, il ne se laissait plus accaparer par les combats des autres. Il était libre d'être présent sans être détruit. Et pourtant, il y avait un prix. Ces personnes témoignaient aussi d'une certaine solitude. Car, en devenant si fermes, elles ne participaient souvent plus au drame collectif. Elles ne se livraient plus à des disputes inutiles, n'alimentaient plus d'intrigues, ne se perdaient plus dans les insultes. Et cela les éloignait de ceux qui vivaient encore dans le cycle de la réaction. Jung appelait cela le paradoxe des forteresses. Plus elles sont solides, plus elles libèrent, mais aussi plus elles isolent. Et vous? Vous êtes-vous déjà demandé quels murs invisibles vous devez ériger dans votre vie? Avez-vous déjà réfléchi à toutes les invasions que vous avez tolérées simplement en ne fermant pas les portes? Avez-vous déjà envisagé ce qui changerait si vous pouviez mieux filtrer, mieux distinguer, vous ancrer plus profondément en vous-même? Jung croyait que c'était l'étape suivante inévitable pour ceux qui aspirent à la véritable liberté intérieure. Car l'espace entre le stimulus et la réponse est le premier aperçu du choix. Mais sans forteresse, ce choix est facilement perdu. Seuls des murs intérieurs permettent de maintenir la paix, même au milieu des tempêtes. Seules des limites invisibles permettent de vivre intact sans devenir indifférent. Et ce chemin mène inévitablement à une révélation encore plus troublante. Lorsque nous apprenons à construire ces forteresses, nous commençons à voir non seulement ce qui vient de l'extérieur, mais aussi ce qui se cache derrière chaque attaque. C'est le prochain mystère que Jung nous amènera à explorer, la capacité de voir à travers les masques humains et de découvrir que chaque offense en dit bien plus sur celui qui la commet que sur celui qui la subit. Alors que Jung commençait à comprendre l'étendue des forces psychologiques, il réalisa que quelque chose d'encore plus troublant se cachait derrière le calme de ses patients émotionnellement immunisés. Il ne s'agissait pas seulement de leur capacité à filtrer les émotions extérieures ou à tenir bon face aux critiques. C'était quelque chose de plus profond, presque inconfortable à admettre, il semblait voir clair dans les autres. Chaque attaque, chaque mot dur, chaque accusation injuste, au lieu d'être perçue comme une vérité ou un coup, était interprétée comme une révélation intime sur l'interlocuteur. Jung appelait cela l'inversion des projections, et l'idée elle-même semblait scandaleuse. Car cela signifiait que la plupart des conflits humains n'étaient que des miroirs brisés, chacun luttant non pas contre l'autre, mais contre des fragments de lui-même projetés vers l'extérieur. Heinrich rapportait ce phénomène avec pragmatisme. Il racontait que lorsqu'un rival en affaires l'accusait publiquement d'être un exploiteur sans cœur, il ne se sentait ni offensé ni pressé de se défendre. Au contraire, il ressentait une curiosité quasi clinique. Il se demandait, qu'est-ce qui pousse quelqu'un à dire cela? Quelle douleur intérieure cette accusation révèle-t-elle? Pour lui, l'insulte ne le concernait pas lui-même, mais l'âme blessée de l'agresseur. Il disait à Jung qu'il voyait au-delà des mots, comme si chaque insulte était une radiographie psychologique révélant les insécurités, la culpabilité et les peurs cachées de celui qui la prononçait. Et le plus déconcertant, c'est qu'il avait raison. Souvent, l'ennemi le plus bruyant dissimulait les défauts mêmes qu'il dénonçait chez les autres. Imaginez la scène, un collègue vous accuse de paresse et d'irresponsabilité. La colère vous envahit immédiatement, l'envie de vous justifier ou de contre-attaquer est presque irrésistible. Mais si vous appliquez la logique de l'inversion de projection, vous découvrirez peut-être que ce collègue est celui qui craint le plus d'être perçu comme paresseux,
qui vit peut-être dans la culpabilité constante de son propre manque de discipline. L'attaque ne vous vise pas, mais lui. Et si un ami vous accuse d'égoïsme, cela pourrait révéler votre propre difficulté à concilier générosité et besoin de reconnaissance. Chaque accusation est, en réalité, un miroir inversé. Cette découverte fut non seulement troublante, mais transformatrice. Jung comprit qu'une fois la projection perçue, il devient presque impossible de prendre la critique au sérieux. Non pas parce qu'elle est toujours infondée, mais parce qu'elle en dit toujours plus sur celui qui l'exprime. Cela change tout. Ce qui était autrefois source de colère devient source de compréhension. Ce qui générait autrefois le conflit suscite désormais la compassion. Heinrich raconta que lorsqu'il fut attaqué, il ne voyait plus un ennemi adulte, mais un enfant blessé cherchant à attirer l'attention. Et il se demanda, comment puis-je être en colère contre un enfant qui ne fait que crier de douleur ? Mais voici qu'un retournement de situation inattendu se produit. Cette capacité à voir clair chez les autres, loin d'être un simple don, était aussi lourde de conséquences. Nombre de patients de Jung ont déclaré se sentir isolés après avoir atteint ce niveau de lucidité. Quand on réalise que la plupart des gens agissent à partir de leurs propres blessures, il devient difficile de prendre au sérieux le comportement humain. Les disputes ressemblent à des jeux répétés, les accusations à des aveux déguisés, les conflits se révèlent comme de simples danses d'ombre. C'est comme si la personne se réveillait en plein somnambulisme et ne pouvait plus faire semblant d'être endormie. Cet isolement était une conséquence inévitable. Plus la vision était profonde, plus il était difficile de trouver des pairs pour partager cette expérience. Heinrich disait qu'il se sentait parfois comme le seul adulte dans une pièce remplie d'enfants se disputant des jouets. Il percevait les peurs cachées, les insécurités dissimulées, le besoin impérieux de validation. Et cela l'aliénait du jeu collectif. Il ne voulait plus gagner les débats, prouver qu'il avait raison ou accéder au pouvoir. Tout cela lui semblait une mise en scène lassante. Jung y voyait un risque réel, celui de s'éloigner à tel point de la condition humaine commune que l'on perde la capacité de se connecter. Ce paradoxe mettait Jung mal à l'aise. Car, d'un côté, inverser les projections libérait l'individu du poids de la critique, de l'autre, le confrontait à la solitude psychique. La question qui se posait alors était, est-il possible de maintenir la compassion même en découvrant la racine cachée de l'agressivité ? Est-il possible de considérer les autres comme blessés tout en restant proches, humains et impliqués ? La tension monta lorsque Jung réalisa que si toutes les attaques étaient des projections, il n'y avait pratiquement pas de véritable dispute. Ce n'étaient que des ombres qui s'affrontaient. Le mari qui accuse sa femme de froideur dissimulait peut-être sa propre incapacité à exprimer son affection. Le patron qui crie à l'incompétence craignait peut-être secrètement d'être découvert comme un imposteur. L'ami qui critique ses choix doutait peut-être désespérément des siens. Jung commença à consigner des dizaines d'exemples de ce genre, réalisant que les schémas se répétaient de manière presque effrayante. L'humanité semblait prisonnière d'un cycle sans fin d'accusations qui n'étaient rien d'autre que des miroirs brisés reflétant une douleur non apaisée. Cette prise de conscience était non seulement libératrice, mais aussi dérangeante. Car si rien de ce que l'autre dit de nous ne nous concerne entièrement, où est la responsabilité ? Risquons-nous de rejeter toute critique comme une projection, niant ainsi nos propres défauts ? Jung mettait en garde contre ce danger. Il expliquait que la clé était d'envisager la situation sous deux angles. Lorsque nous subissons une attaque, nous devons nous demander ce qu'elle révèle sur l'autre, mais aussi vérifier si quelque chose en nous-mêmes y fait écho. Toutes les critiques ne sont pas fausses. Certaines touchent à des sujets réels. La différence est que, même dans ces cas, l'intensité de l'attaque de l'autre est toujours motivée par ses blessures, et non par notre vérité. Cette distinction était essentielle pour éviter que l'inversion des projections ne se transforme en arrogance. Car le risque était réel. Ceux qui maîtrisaient cette compétence pouvaient commencer à se sentir supérieurs, à mépriser tout le monde, comme s'ils étaient les analystes permanents du comportement d'autrui. Heinrich a connu ce danger. À un moment donné, il a réalisé qu'il ne pouvait plus tenir une simple discussion sans analyser la projection derrière les paroles de l'autre. Tout est devenu objet d'observation clinique. Il a lui-même dit à Jung, « J'ai l'impression de ne plus vivre une vie, mais de mener une expérience psychologique continue. » Tel était le prix caché de la clarté. Mais alors, que faire de ce pouvoir de perspicacité ? Jung croyait que la réponse résidait dans le développement de la compassion. Non pas la compassion naïve, qui pardonne tout sans limite, mais la compassion consciente, qui perçoit la souffrance cachée derrière le masque de l'agressivité. Face à une attaque, on peut se demander, quelle peur anime cette personne ? Quelle douleur cherche-t-elle à dissimuler ? Quel besoin désespéré cherche-t-elle à satisfaire ? En changeant la question, la réponse change. L'impulsion de riposter cède la place au choix de tenir bon sans perdre son humanité. Et c'est là que survient la plus grande tension,
ceux qui maîtrisent l'inversion des projections deviennent quasiment incontrôlables. Si l'autre ne peut plus leur faire de mal, s'ils ne peuvent plus provoquer de réaction automatique, ils perdent leur pouvoir. Cela peut être libérateur, mais aussi dangereux. Car, en ne réagissant pas, on force l'autre à affronter sa propre douleur. Et beaucoup ne le supportent pas. Jung observait que, souvent, les attaques contre les personnes émotionnellement immunisées s'intensifiaient précisément parce que leur calme était perturbant. C'était comme si la sérénité était un miroir encore plus cruel, renvoyant à l'agresseur l'image de sa propre fragilité. Avez-vous déjà vécu cela? Avez-vous déjà remarqué que lorsque vous ne réagissez pas, l'autre personne semble devenir encore plus folle, comme si votre calme était une provocation? Avez-vous déjà remarqué que, dans certaines disputes, rester silencieux génère plus de fureur que de crier? C'est l'effet perturbateur des projections inversées. Cela désarme, mais aussi cela expose. À chaque témoignage recueilli par Jung, il est devenu évident que la plus grande bataille n'était pas extérieure, mais intérieure. Les paroles des autres ne nous blessent que lorsqu'elles entrent en résonance avec nos propres insécurités. Ce qui n'existe pas en nous est intouchable. Si quelqu'un vous traite d'un terme qui ne résonne pas, l'accusation sonne creux. Mais si elle touche une blessure non cicatrisée, la douleur apparaît. C'est l'invitation la plus profonde au renversement, ne pas réagir, mais investiguer. Chaque fois que quelque chose nous blesse, c'est l'occasion de nous regarder en nous et de nous demander, pourquoi cela m'a-t-il blessé? Qu'est-ce qui, en moi, doit encore être intégré? Ce cheminement, cependant, n'est pas facile. Car il exige de renoncer à l'idée que nous ne sommes que victimes des circonstances. Il exige d'accepter que nous sommes co-auteurs de chaque conflit. Il faut du courage pour se regarder dans le miroir et y voir non seulement la lumière, mais aussi l'obscurité. Heinrich a été confronté à cela à maintes reprises. Il a confié à Jung qu'après chaque agression, il passait des nuits à réfléchir. Au lieu de fomenter une vengeance, il se demandait ce que l'agression avait révélé de sa propre ombre. Cette pratique l'a transformé en quelqu'un de presque inaccessible, mais aussi quelqu'un qui portait le poids d'une lucidité que peu étaient prêts à partager. Et c'est précisément là que la tension monte. Car si nous poursuivons sur cette voie, nous découvrirons qu'inverser les projections n'est pas la destination finale. Cela ouvre la voie à quelque chose d'encore plus troublant, l'alchimie émotionnelle. La capacité non seulement d'observer les attaques, mais aussi de les transformer en or psychologique. La capacité d'utiliser chaque critique, chaque offense, chaque trahison comme matière première pour l'évolution. Jung savait que c'était le stade le plus rare et le plus puissant de la psyché humaine, et aussi le plus dangereux. Car ceux qui y parviennent deviennent pratiquement invulnérables, mais ils risquent de s'éloigner de l'ordinaire, vivant entre deux mondes, celui de l'humanité blessée et celui de la conscience libre. Ainsi, en concluant ses notes sur l'inversion des projections, Jung laissait ouverte une question qui résonne encore aujourd'hui: sommes-nous prêts à considérer les autres non pas comme des ennemis, mais comme le miroir de notre propre souffrance? Pouvons-nous supporter de vivre dans un monde où chaque attaque est, en réalité, un aveu? Ou préférerions-nous rester dans le théâtre d'ombre, à réagir aveuglément, plutôt que d'affronter l'inconfort d'une telle clarté? La réponse à ces questions n'est pas simple. Mais c'est précisément à ce carrefour que commence le prochain chapitre du voyage. Car si nous avons déjà appris à considérer les attaques comme des projections, l'étape suivante est encore plus radicale, apprendre à transformer chaque attaque en carburant pour notre croissance. C'est le chemin de l'alchimie émotionnelle, l'étape où tout ce qui semblait faiblesse devient force, et tout ce qui semblait menace se révèle opportunité. Le destin inévitable de ceux qui traversent l'ombre n'est pas seulement la survie, mais la renaissance. Alors que nous atteignons la dernière étape de ce voyage jungien, nous ne sommes plus confrontés à une simple analyse psychologique, mais à une révélation existentielle. Tout ce qui a commencé par la découverte troublante de personnes apparemment intouchables par la colère, la critique et le mépris culmine désormais en quelque chose d'encore plus extraordinaire, l'alchimie émotionnelle, le pouvoir de transformer chaque douleur en sagesse, chaque conflit en opportunité et chaque ombre en or. Il ne s'agit pas seulement de résister ou d'endurer, mais d'utiliser tout ce qui nous arrive comme matière première pour l'évolution de l'âme. La vie, avec toutes ses épines, devient un laboratoire secret où chaque expérience, aussi amère soit-elle, peut être distillée dans la conscience. Heinrich, l'homme d'affaires qui intriguait Jung et qui nous accompagnait, figure emblématique, tout au long de ce voyage, ne considérait plus ses ennemis comme des obstacles. Il disait que chaque personne difficile qu'il croisait était, en réalité, un maître infiltré. Lorsqu'on le trahissait, au lieu de se perdre dans le ressentiment, il se demandait, qu'est-ce que cette trahison révèle de moi-même? Lorsqu'on le critiquait durement, au lieu de se sentir diminué, il se demandait, quelle part de moi-même a besoin de grandir grâce à cela? Lorsqu'on tentait de l'humilier, au lieu de réagir,
Il se demandait, quelle force cette humiliation m'invitait-elle à découvrir? Cette pratique transformait sa vie en un atelier de connaissance de soi. Ce qui pour d'autres était souffrance devenait pour lui matière première de croissance. Et Jung observait que cette attitude n'était ni résignation ni naïveté. C'était un choix conscient de transmuter ce qui détruit habituellement en quelque chose qui renforce. Il comparait ce processus au travail des alchimistes antiques, qui cherchaient à transformer le plomb en or. Pour Jung, la véritable alchimie ne se déroulait pas dans des fourneaux médiévaux, mais dans la psyché. Le plomb était le poids de nos émotions brutes, de nos pulsions inconscientes et de nos douleurs non résolues. L'or était la conscience qui surgit lorsque nous acceptons ces pulsions sans nous laisser dominer par elles. Chaque fois que nous transformons la colère en clarté, la peur en courage, la douleur en compassion, nous accomplissons la plus ancienne des promesses alchimiques, la transmutation de la matière première de la vie en sagesse immortelle. Mais ici se pose l'inévitable question, comment appliquer cela à notre quotidien? Comment, au milieu du chaos de la routine, pratiquer l'alchimie émotionnelle sans se perdre dans des théories lointaines? Jung croyait que la voie résidait en 3 étapes simples, mais profondément transformatrices. Premièrement, apprendre à considérer chaque déclencheur comme une invitation. Chaque fois que quelque chose ou quelqu'un éveille colère, tristesse ou frustration, au lieu de réagir immédiatement, marquer une pause et se demander « Qu'est-ce que cela essaie de m'apprendre ?» Deuxièmement, pratiquer l'intégration des ombres. Observer les aspects que nous condamnons chez les autres et chercher à voir dans quelle mesure ils résident également en nous, même à petite dose. Troisièmement, choisir consciemment la transformation. Décider que chaque faiblesse révélée sera travaillée jusqu'à ce qu'elle devienne une force, que chaque blessure révélée sera soignée jusqu'à ce qu'elle se transforme en compassion. Cela peut paraître difficile, mais pensez à toutes les fois où vous avez vécu une expérience similaire sans vous en rendre compte. Peut-être un moment où quelqu'un vous a critiqué et où, au lieu de vous défendre, vous avez réfléchi et utilisé cette expérience pour vous améliorer. Peut-être une perte qui vous a semblé insupportable au départ, mais qui a ensuite révélé une force que vous n'auriez jamais imaginé posséder. Peut-être un rejet qui a ouvert la voie à une relation plus authentique. Ce sont des aperçus de l'alchimie émotionnelle. La différence, c'est que vous pouvez désormais choisir de la pratiquer consciemment, au lieu d'attendre qu'elle se produise par hasard. Cependant, Jung savait que ce processus comportait un risque caché. Ceux qui maîtrisaient l'alchimie émotionnelle risquaient de devenir trop distants, presque froids, et de considérer la vie comme de simples expériences à analyser. Le défi ultime, par conséquent, n'est pas seulement de transmuter la douleur en sagesse, mais de maintenir l'humanité en vie dans ce processus. C'est là qu'émerge la figure du guerrier compatissant, celui qui reste insensible aux offenses, mais qui n'est pas indifférent à la douleur d'autrui. Le guerrier compatissant ne combat pas le monde, mais ne se laisse pas non plus entraîner par lui. Il demeure ferme dans sa force intérieure, mais utilise cette force pour soutenir, accueillir, inspirer. Heinrich l'apprit petit à petit. Au début, son calme effrayait son entourage. Beaucoup le percevaient comme froid, incapable de ressentir. Mais, guidé par Jung, il comprit que sa mission n'était pas seulement de se protéger, mais d'utiliser son immunité pour créer un espace sûr pour les autres. Lorsque sa femme lui apportait du chagrin, il n'absorbait pas sa douleur, mais ne l'ignorait pas non plus. Il lui laissait l'espace nécessaire pour ressentir, restant présent et stable. Lorsque ses employés arrivaient accablés de problèmes, il ne paniquait pas, mais offrait clarté et sérénité. Sa présence devenait un havre de paix. Et c'est peut-être là le plus grand accomplissement de l'alchimie émotionnelle, lorsque notre force intérieure sert non seulement à nous protéger, mais aussi à aider les autres à trouver la leur. C'est l'application la plus concrète et la plus transformatrice de toutes les découvertes de Jung. Car il ne suffit pas de savoir qu'il est possible de ne pas réagir. Il ne suffit pas de réaliser que chaque attaque est un miroir. Il ne suffit pas de construire des forteresses ou de voir des projections. Le but ultime de ce voyage est d'utiliser tout cela pour vivre avec plus de liberté et de compassion. C'est décider, chaque jour, que rien d'extérieur ne déterminera votre paix, mais que votre paix peut transformer le monde qui vous entoure. À votre tour de réfléchir. Combien de fois avez-vous laissé la colère d'autrui devenir la vôtre? Combien de fois avez-vous traité la critique comme si c'était la vérité, alors qu'il ne s'agissait en réalité que de projection? Combien de fois avez-vous laissé vos mots se transformer en blessures profondes, alors que vous auriez pu les considérer comme de simples échos de la douleur d'autrui? Et, surtout, combien de fois avez-vous manqué l'occasion de transformer une attaque en opportunité de croissance? Les réponses à ces questions ne servent pas à culpabiliser, mais à ouvrir la voie. Car dès aujourd'hui, vous pouvez choisir différemment. Vous pouvez choisir de considérer chaque déclencheur comme un enseignement. Vous pouvez choisir de voir chaque ombre comme une part de vous-même. Vous pouvez choisir de transformer chaque douleur en force. Et vous pouvez choisir de devenir,
petit à petit, un guerrier compatissant, quelqu'un qui traverse le monde sans être touché, en même temps, profondément humain. Ce processus n'a rien de magique ni d'inatteignable. Il commence par de petites choses. Dans la circulation, quand on vous offense, au lieu de réagir, vous prenez une inspiration et vous vous demandez « Qu'est-ce que je peux apprendre ici ?» À la maison, lorsqu'on vous entend un mot dur, au lieu de vous défendre, vous observez « Qu'est-ce que ce mot révèle de la douleur de celui qui vous exprime ?» Au travail, quand la pression monte, au lieu de vous perdre dans la panique, vous vous souvenez de qui vous êtes et vous vous ancrez dans votre identité. Ces petites pratiques, répétées jour après jour, renforcent, approfondissent la clarté et développent la compassion. Et si tout cela vous semble insurmontable, rappelez-vous une vérité simple que Jaume a écrite, l'acceptation de soi est l'essence même de la vie. Accepter ne signifie pas se contenter de peu, mais reconnaître que chaque émotion, chaque ombre, chaque faiblesse, tout cela fait partie du chemin vers la plénitude. L'alchimie émotionnelle ne consiste pas à atteindre la perfection, mais à devenir entier. Lorsque vous acceptez que vous portez aussi en vous la colère, la peur, la vanité et la fragilité, alors ces forces cessent de vous dominer. Et c'est dans cette acceptation que naît la véritable immunité. Au terme de ce voyage, impossible de ne pas ressentir le poids et la grandeur de ce qui a été révélé. Jaume a montré que nous ne sommes pas victimes des circonstances. Nous ne sommes pas condamnés à réagir comme nous l'avons toujours fait. Nous n'avons pas besoin de vivre comme des marionnettes aux mains de l'inconscient. Nous avons en nous le pouvoir de transformer chaque expérience en apprentissage, chaque blessure en force, chaque défi en opportunité. Ce pouvoir n'est pas un fantasme. C'est une pratique. C'est un choix. C'est la discipline silencieuse de ceux qui décident, chaque jour, de ne céder leur paix à personne. Et la plus grande inspiration réside peut-être dans la dernière intuition d'Heinrich, notée avec admiration par Jaume. J'ai découvert que la véritable force ne réside pas dans ce qui ne me touche pas, mais dans ce que je peux toucher sans en être transformé. Cette phrase résume l'objectif de tout ce voyage. Vivre dans le monde, tout ressentir, tout affronter, tout en restant entier, sans perdre son essence. Tel est l'or que nous offre l'alchimie émotionnelle. Maintenant, à vous de choisir. Vous pouvez quitter cette vidéo et recommencer à réagir comme vous l'avez toujours fait, abandonnant votre sérénité à tout regard noir ou à toute parole dure. Ou vous pouvez décider qu'à partir d'aujourd'hui, chaque déclencheur deviendra un enseignement, chaque ombre sera intégrée, chaque douleur sera transmutée. Vous pouvez décider de suivre la voie révélée par Jaume, non pas comme une théorie lointaine, mais comme une pratique quotidienne qui transformera votre vie en douceur. Et si ce message a résonné en vous, s'il a touché votre ombre et allumé une étincelle de force, je vous demande d'agir simplement et avec force, aimez cette vidéo pour qu'elle atteigne plus de monde, commentez vos réflexions, même anonymement, et abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce chemin de transformation. Chaque geste que vous posez est non seulement un signe de soutien, mais aussi un engagement envers vous-même, un signe que vous êtes prêt à appliquer cette alchimie à votre vie. Le voyage commence maintenant. Chaque attaque sera un miroir. Chaque critique sera une invitation. Chaque douleur sera un portail. Et vous aurez la possibilité de choisir, être prisonnier de vos réactions ou maître de votre propre paix. Jaume nous a montré que la liberté est possible. À vous maintenant de vivre cette vérité.